We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Hello. Please leave a message after the tone. I forgot. There is one more thing. When something is important enough, you do it even if it's not in your favor. Thank you, everybody. Bienvenue, Bianca, sur le podcast. Très content de t'avoir ici. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. On a beaucoup à discuter aujourd'hui, surtout sur le sujet des NFT, puis tout ce domaine-là. Mais avant de rentrer dans ces détails-là, j'aimerais plus apprendre à connaître qui est Bianca, l'essor, qu'est-ce que tu fais dans la vie en ce moment, puis qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Oui, donc je suis avocate en technologie émergente. Ce que ça veut dire, c'est que c'est assez général. Je vais accompagner les entrepreneurs ou des artistes à travers tous les défis que ça peut engendrer de partir un nouveau projet en tant que tech startup ou un artiste qui veut s'impliquer dans les technologies de quelconque façon. Je suis plutôt spécialisée dans tout ce qui est la chaîne de blocs, les crypto-monnaies et surtout les NFT. Et puis c'est ça, donc j'aide les clients à traverser toutes les obligations légales qui viennent avec partir un projet comme ça. Surtout puisque le framework, si je peux me permettre, au niveau de ces technologies est assez complexe et la plupart des gens ne semblent pas le respecter et ne semblent pas avoir de conséquences, donc ça devient quand même un gros challenge. Et mis à part ça, sur le côté, je suis aussi une galeriste. Je sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais j'ai cofondé la première galerie d'art crypto au Canada, qui est située à Montréal. Et cette galerie-là, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, le but n'est pas vraiment le même but qu'une galerie, mais plutôt le même but qu'un musée, je dirais. On aime ça se comparer à un musée, puisque notre mission est vraiment d'éduquer les gens sur qu'est-ce que c'est l'art crypto, quels sont les avantages pour les artistes d'utiliser des NFT et d'enseigner à des artistes comment les utiliser. Donc, c'est vraiment une démocratisation de cette nouvelle technologie. Puis, on organise toutes sortes d'événements pour démocratiser justement tout cela. Puis, on a également des programmes d'apprentissage pour les artistes qui commencent puis qui veulent savoir comment ils peuvent s'y prendre. Et on a aussi une académie en ligne qui est gratuite. Donc, ça, c'est accessible à tous. Donc, ça fait le tour rapidement. Mais c'est ça que je fais en ce moment. C'est vraiment fantastique. Puis mon équipe et moi, on a eu la chance de visiter votre galerie NFT Zero X Society. C'est hyper beau là-bas. Puis on a rencontré du monde juste merveilleux. Que d'ailleurs, on travaille déjà sur un projet dessus. Donc, merci pour les introductions. Un exemple que je peux donner de ce que vous accompagnez les organisations avec, c'est un peu comme ce que vous avez fait avec l'Institut Innovation Gatineau. C'est-à-dire, on dévoile un projet bientôt, en fait, la semaine prochaine. Puis ça rapporte les NFTs, surprise, surprise. Mais au début, nos conceptions de comment que ça allait fonctionner étaient toutes, disons, pas pour dire toute croche, mais comme disons qu'il y a comme une meilleure façon d'approcher les choses, que ça soit comme conforme avec avec les meilleures pratiques, on peut dire. Donc, vous nous avez vraiment aidé à structurer notre approche, rencontrer les bonnes personnes, consulter les bonnes personnes. Donc, je voulais juste te remercier pour ça. Ben, ça fait plaisir. C'est vraiment ça notre mission. C'est ça qui nous rend heureux. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on a débuté cette initiative. Ouais, et puis, je suis curieux, avant de rentrer dans le sujet, le gros sujet des NFT, comment est-ce que tu t'es intéressé
dans ce domaine-là à la base? Comme, qui étais-tu quand tu étais petite fille? Puis, comme, qu'est-ce qui t'intéressait vraiment dans ce temps-là? OK. Bon, je vais essayer de pas faire ça trop long quand même, parce que ça peut retourner vraiment longtemps, loin dans le passé. Mais j'ai toujours adoré l'art. J'ai toujours eu un intérêt pour l'art. Et fast forward, peut-être à l'université, j'ai étudié en droit et pendant l'université, c'est mon grand frère qui m'a parlé des bitcoins, puis il me dit ah, tu devrais investir là-dedans. Ça fait quand même 5 ans, donc c'était pas c'était connu, mais pas vraiment accepté. Mais bon, je me suis dit ok, je vais essayer. Et contre toute attente, ça a ouvert un monde de possibilités pour moi. À cause de cet investissement-là, je pense, à un certain âge quand même, j'étais quand même jeune, je pense que ça m'a un peu forcée à aller vraiment plus chercher qu'est-ce que c'était. Puisque j'étais en train d'investir dans quelque chose, puis je savais pas trop c'était quoi, donc j'ai fait beaucoup de recherches. Dès que j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies, j'ai pris des cours. J'ai eu la chance aussi à l'Université d'Ottawa de faire un cours sur le Decentralized Finance and the Law. Je sais pas en français. Bref. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment ouvert les yeux. Donc, ça faisait quelques mois que j'avais investi. Et en prenant ce cours-là, on était comme juste 10. Mais en prenant ce cours-là, mes yeux se sont vraiment ouverts sur le futur. Et j'ai commencé à faire des liens. Parce que je faisais aussi un cours en propriété intellectuelle en même temps, dans la même session à l'université. Alors, semaine après semaine, je faisais tous les liens se créaient dans ma tête, on dirait, entre la technologie de chaîne de blocs et la propriété intellectuelle qui a beaucoup de problèmes en ce moment, et le marché de l'art aussi, qui ont beaucoup de difficultés. Et puis, en terminant mon baccalauréat en droit, j'ai décidé de faire une maîtrise en propriété intellectuelle et technologie émergente. Et à la fin de ça, j'ai rédigé une thèse sur les possibilités de la chaîne de blocs au sein du marché de l'art, puis comment on pouvait utiliser la chaîne de blocs pour venir régler les problèmes majeurs dans le marché de l'art qui sont l'authentification, la transparence et la provenance. C'est les problèmes majeurs dans le marché de l'art. Puis la blockchain semblait venir répondre à toutes ces problématiques-là en théorie. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que le mémoire fait 100 pages. Donc, c'est plus complexe que ce que je dis en ce moment. C'est bien beau, tout ça, mais c'est très dur à appliquer, la chaîne de blocs, dans la réalité. Puis, ça revient un peu au fait pourquoi on a ouvert la galerie Zero Anxiety. C'est pour venir éduquer les gens sur c'est quoi la réalité des NFT. Tu sais, c'est pas ce qu'on voit dans les nouvelles, puis c'est beaucoup plus compliqué, mais aussi beaucoup plus beau que ce qui est portrayé dans les médias. Bref, j'ai terminé mon mémoire et 2 mois après, exactement, Beeple a vendu son NFT pour 69,3 millions de dollars chez Christie's, ce qui est vraiment tout changé le marché des NFT. Moi, j'aime référer à la période avant Beeple et après Beeple, un peu comme avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, parce que c'est définitif dans le marché, comment ça a eu un impact pour surtout l'acceptabilité, ou comme les gens ont commencé à réaliser que ça pouvait être quelque chose, les NFT. Ça pouvait être accepté dans la société, puisque les grandes maisons d'enchères de ce monde commençaient à s'y intéresser. Puis c'est quand même un prix astronomique. Donc, fast forward à ce moment-là, fatidique, et au même moment, on s'intéressait vraiment beaucoup aux NFT, moi et mon partenaire dans la galerie. Puis, on en collectionnait et on voyait que les gens autour de nous ne semblaient pas voir l'intérêt, ni la valeur, ni...
c'était comme, ah, c'est beau, mais c'est juste dans ton téléphone, ça sert à quoi? Puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu peux-tu vraiment le revendre? Donc, on, on prenait tous ces commentaires-là, puis on était comme, ah, c'est bizarre, Mais c'était un peu comme au début avec les crypto-monnaies, Tout ce qui est nouveau, les gens ont un peu de difficulté à accepter. Et puis, quelques jours après, je pense 1 ou 2 semaines après tout ça, on a acheté un cadre digital qui est un beau petit cadre. Il est pas si gros, mais quand même, tu le mets sur un mur, puis c'est plus gros qu'un ordinateur, au moins. Puis on a commencé à faire défiler les NFT là-dessus. Donc, quand nos amis et notre famille nous visitaient, on a vu immédiatement une différence dans leur impression par rapport aux NFT. Soudainement, ils voyaient qu'ils pouvaient avoir une valeur puisque c'était tangible. Puis ils pouvaient presque y toucher. Un peu comme quand on visite un musée en personne, une galerie en personne, c'est pas la même chose que de le regarder avec ta souris sur ton ordinateur puis de visiter virtuellement. Donc les gens, puis tout est très contradictoire, puis on en est conscient que les NFT c'est tellement digital, mais nous on va à l'encontre de ça puis on crée un espace physique. Mais c'est la nature humaine, c'est inhérent à l'humain qu'on a besoin du toucher, on a besoin de sentir que les choses sont tangibles, puis on a besoin du physique pour apprécier les choses. Donc, c'est là qu'on a décidé d'ouvrir la galerie, quand on a réalisé ça. Ça a été, c'était pas si simple que ça, effectivement. Ça a pris quelques mois, mais finalement, on a ouvert la galerie en juin, il y a presque 1 an bientôt. Puis depuis, on a fait c'est notre 5e exposition qui va commencer là, en mai, la semaine prochaine. Puis, c'est toutes des expositions thématiques, donc on travaille très fort sur la curation, puis de raconter une histoire pour que les gens ils partent avec un sentiment qu'ils ont eu une expérience, pas juste de voir une image sur une télé. C'est vraiment, on le pousse beaucoup plus loin, puis on a des guides à la galerie qui sont là pour vraiment accompagner le visiteur dans cette visite-là, parce que ça peut quand même être quelque chose. Premièrement, voir des NFT pour la première fois, ben c'est pas des NFT, là, c'est l'art qui est sur les écrans. Mais puis on aura la chance de revenir là-dessus, je suis certaine. Mais voilà, donc à la galerie, en ce moment, moi, je m'occupe de toutes les opérations internes. Donc, c'est moi qui supervise tous nos employés dans le jour pour jour, day to day. Et je m'assure que tout se passe bien, puis qu'on reste dans le cadre de notre mission. Ouais. C'est génial. Tout un parcours, puis tu voyais vraiment comment toutes les phases du projet se connectent. Mm-hmm. J'aime toujours entendre l'histoire de comment les gens ils rentrent dans le domaine, soit des cryptos ou des NFT, puis on dirait que Bitcoin, c'est comme le gateway drug. c'est comme la façon qu'on entend parler des cryptos, puis là, tu connais le gros... l'entonnoir, le rabbit hole que ça peut t'amener dedans. C'est la même chose pour moi en 2013, je crois, que le Bitcoin était sur mon radar, puis j'ai acheté mes premiers Bitcoins, puis je trouvais ça tellement incroyable. J'aurais jamais pensé que il y aurait tellement une valeur associée à ces monnaies digitales-là. Mais c'est complètement ailleurs, tu sais, avec un market cap de plusieurs trillions si tu les mets tout ensemble. Donc, très, très intéressant. En fait, je pense qu'on peut percer un peu plus. Tu as dit une couple de choses qui m'ont comme allumé. Le aha moment de exposer les NFT sur comme un médium physique. C'était comme le moment où que les gens y ont vraiment catch on. Puis je veux faire juste un parallèle avec souvent, quand tu bâtis une startup, quand tu exposes une technologie, faut vraiment que ça déclique, que les gens ils comprennent comment est-ce que je peux utiliser cette patente-là, comment est-ce que ça peut être utile à moi. Puis on dirait que c'était comme le même sorte de déclic, le product market fit, si tu veux. Puis l'utiliser dans un format de galerie, me semble que les gens ils sont déjà familiers avec le concept d'une galerie. Donc, c'était pas trop un leap
pour eux de comprendre. Puis, je suis curieux, c'est quoi le feedback que tu reçois de tout le monde qui visite la galerie? Est-ce que les gens ils sont plus ouverts à peut-être acheter de l'art digital, comme juste pour le fun ou à mettre dans leur maison? Je suis curieux de ce que tu entends. Donc, souvent, on est vraiment la première porte d'entrée au NFT pour des gens. À Montréal, c'est encore très peu connu, donc en étant le premier contact avec les NFT, on a beaucoup de travail à faire. C'est nous qui avons le plus de travail pour aider les gens à apprivoiser ce nouveau marché puis cette nouvelle industrie. Donc, au niveau de acheter, c'est très rare que quelqu'un arrive et est prêt à acheter, là. Il faut vraiment partir du début. Des fois, les gens savent même pas c'est quoi un NFT. Donc, ça devient un gros défi. Il y en a qui savent même pas c'est quoi les crypto-monnaies. Donc, tu vois qu'on part de loin quand même. Donc, pour arriver à leur en vendre, souvent, c'est plus long. Mais on a plusieurs visiteurs qui reviennent d'événement en événement, puis d'exposition en exposition, et de plus en plus, ils commencent à comprendre l'intérêt. Mais pour certaines personnes, ça se passe pas en une soirée, puis c'est fait, et ils comprennent. Ça prend beaucoup de temps, puis même moi, juste personnellement, de comprendre, genre, vraiment comment ça fonctionne, ça m'a pris plusieurs mois. C'est pas arrivé en une seconde. Au début, on était plusieurs à penser, au tout début, que le NFT, ça venait authentifier l'œuvre. Mais en fait, c'est vraiment pas ça du tout, du tout. Il y a aucune authentification qui se passe. Ça revient à ce que je disais plus tôt. La technologie de chaîne de blocs, elle vient pas vraiment régler les problèmes majeurs du marché de l'art avec les NFT. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que le NFT représente simplement un certificat de propriété sur un jeton. C'est même pas un certificat de propriété sur l'œuvre d'art. C'est tellement important que les gens comprennent ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de mythes en ce moment. Les gens pensent non seulement que quand ils achètent un NFT, l'œuvre ils achètent l'œuvre. Mais en fait, non, ils ont acheté un jeton qui est attaché à l'œuvre. Puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils obtiennent les droits d'auteur sur l'œuvre en l'achetant. Ça, c'est tellement wrong. Puis c'est vraiment facile de faire comprendre les gens en leur disant si tu achètes une toile dans une galerie d'art, puis tu la mets dans ton salon, est-ce que ça te donne le droit d'aller créer des t-shirts avec ou de revendre des copies? Non. Ça n'a jamais été le cas. Donc, pourquoi ce serait le cas avec de l'art digital? T'sais, on a comme une relation avec l'Internet qui est très toxique, où est-ce que tout appartient à tout le monde, puis tout le monde peut faire qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, malheureusement, les NFT sont nés dans ce monde-là, puis ça fait que les gens associent beaucoup leur usage des NFT à leur usage de n'importe quelle image qu'ils trouvent sur Google. Puis là, je me suis perdue dans... J'aurais une question pour préciser ça, parce que même là, ça me confuse un peu quand tu dis ça. Si on si on achète un NFT, on ne peut pas créer des t-shirts avec l'image que ça représente. Pourquoi? Exact. Ça, j'aimerais savoir d'une avocate en propriété intellectuelle de technologie émergente. Donc, faut vraiment revenir à la base. Tantôt, quand j'ai dit c'est un certificat de propriété, c'est en fait un droit de propriété sur ce jeton-là. Puis le jeton, c'est lui qui a la valeur. Donc, le droit que tu obtiens en achetant un NFT, c'est de revendre le NFT ou de le transférer à quelqu'un d'autre ou de le céder à quelqu'un d'autre. Mais à part ça, tu n'as aucun autre droit. Ces droits-là sont un peu liés à l'œuvre. Donc, le seul droit que tu as avec le NFT et l'œuvre sous-jacente, c'est de le revendre ou de le transférer à quelqu'un ou de le céder à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire un usage commercial. Tu as juste le droit de faire un usage personnel. Un usage personnel, c'est un usage privé, donc de le mettre sur un cadre digital chez toi, par exemple,
ou de le mettre sur ton fond d'écran, sur ton ordinateur. C'est possible de faire des partages sur les réseaux sociaux et tout ça. Il y a certaines exceptions, là, puis je ne tomberai pas dans tous les détails, mais la raison pourquoi tu peux pas aller créer un t-shirt ou n'importe quel produit que tu peux imaginer avec l'image qui représente la NFT, c'est parce que tu n'as pas les droits d'auteur. Donc, c'est aussi simple que ça. D'acheter un NFT, ça ne te donne pas les droits d'auteur. Puis pour vendre une œuvre, tu as besoin des droits d'auteur puisque ça fait partie de ce que représente le droit d'auteur. C'est un droit commercial. Même si c'est toi qui l'as créé? Ah oui. Si c'est toi qui as créé l'œuvre, tu peux. OK, d'accord. Justement, Je pense que c'est la très distinction. important à savoir parce que si tu achètes un NFT, ne te surprends pas de voir peut-être 2 semaines après l'artiste le revendre dans un autre format. Il conserve ce droit-là, justement. Donc, c'est très, très important de le savoir. La plupart des gens ne le savent pas, puis ils peuvent être très surpris. L'artiste peut même réutiliser l'œuvre dans une publicité, par exemple. Mettons, on a un artiste à la galerie qui travaille avec Mercedes, fait des superbes photos de paysages, tout ça, avec des autos dedans, bien entendu. Et il pourrait revendre la même image à Mercedes, puis on pourrait la voir à la télé. Donc, c'est très, très particulier, mais ça a toujours été comme ça. Donc, c'est très étrange que les gens sont choqués par ça. Je comprends maintenant la distinction. C'est un petit détail qui est important. Mm-hmm. Parle-moi du phénomène des Bored Ape. Je vois qu'il y a comme des centaines, sinon pas des milliers de variations de NFT. C'est des singes déguisés, décorés, peu importe. Parle-moi de ça, puis quelle place est-ce que Bored Ape, ça l'occupe dans notre culture? C'est-tu un signe de quelque chose qu'on va voir partout? Des collections massives créées par un auteur ou une collection d'auteurs, puis que la valeur totale de cette collection-là va surpasser les dizaines de millions de dollars, centaines de millions de dollars? C'est une vraiment bonne question, puis il y a tellement de points à toucher, là. Je vais essayer de toutes les passer, mais premièrement, il faut faire une différence entre ce que moi j'appelle l'art crypto et les collectibles ou items de collection en français. Donc, sur le marché des NFT, il y a des éditions uniques, puis il y a des éditions multiples. Souvent, l'art crypto, ça va être des éditions uniques, mais c'est possible qu'il y en ait des éditions multiples. Les collectibles, un peu comme les Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks, Meebits, Moonbirds, depuis quelques semaines, ça, c'est pour moi des collectibles, c'est des items à collectionner, un peu comme des cartes de hockey ou de basket ou des timbres. Puisqu'il y en a plusieurs, ne sont pas toutes pareilles nécessairement, mais ils ont tous des caractéristiques qui permettent de les identifier, puis de définir leur rareté. Donc, Bored Ape Yacht Club, c'est une collection de 10 000 singes qui sont tous uniques, mais qui ont effectivement tous des propriétés qui permettent d'évaluer leur rareté, leur niveau de rareté. Au début, ça a commencé il y a 1 an, en avril 2021. Donc, c'est très, très récent comme collection comparé à CryptoPunks qui a été créé en 2017. Donc, ça a quand même pris près de 4 ans, 5 ans avant que ça engrange quelque chose. Bored Ape Yacht Club, ils sont arrivés vraiment au bon moment, juste comme j'ai mentionné tantôt, après Beeple. Donc, le marché était comme prêt pour ça. Mais ça a pris quand même plusieurs mois, je dirais jusqu'en septembre, avant qu'il y ait une adoption massive, puis qu'on voit les prix exploser. Puis, la raison derrière ça est très difficile à trouver. Moi, je pense que c'est parce qu'il y a plusieurs grandes compagnies qui en ont acheté, plusieurs célébrités qui en ont acheté, puis encore une fois, ça a créé un sentiment d'adoption, puis de l'acceptation par la société, donc les gens ont légitimisé ça. Mais bon, ça c'est juste mon opinion, comme il y a
tellement d'autres raisons pourquoi ça peut avoir explosé autant que ça. Et l'une d'entre elles, c'est l'effet de communauté, qui est vraiment important dans les projets NFT. Bored Ape Yacht Club, ils ont vraiment réussi à le faire dès le début, parce que comparément à CryptoPunks, dès le début, ça venait avec un accès à un club exclusif, où est-ce que tu peux discuter avec cette communauté-là, et quelques autres petits avantages, dont des événements privés, des invitations à certains événements. Puis, au fil du temps, avec les mois, il y a plus d'avantages qui s'ajoutaient constamment. Et éventuellement, il y a environ 1 mois, ils ont annoncé qu'ils lançaient leur propre métavers dans lequel il allait être possible d'utiliser les Bored Ape comme avatar, mais aussi potentiellement toutes sortes d'autres avatars que le groupe Yuga Labs, qui est en charge de Bored Ape, venait d'acheter. Donc, ils ont également acheté CryptoPunks et Meebits à ce moment-là. C'est devenu un vraiment plus gros groupe. Donc là, ça vient encore ajouter de l'utilité, qui est très important, je le répète, dans les projets NFT. Puis encore, là, ça continue à se développer à cause de toutes ces raisons-là. Ça reste que, effectivement, c'est un modèle qui est copiable des milliers de fois, puis c'est constamment en train d'être copié. Pourquoi il y en a un qui va réussir puis l'autre non? C'est la communauté, 100%. Puis le marketing, puis le Moonbirds, justement, c'est une autre collection qui est similaire. C'est aussi 10 000 avatars, images d'oiseaux. La raison pourquoi ça a fonctionné autant, c'est parce que le groupe derrière, l'artiste, les gens qui sont derrière ça sont déjà très, très, très connus. Donc, il y a un certain élément de brand personnel également là-dedans. Mm-hmm. C'est sûr. Exact. Donc, mais écoute, je pourrais en parler, on pourrait pas faire un podcast juste là-dessus, mais ça fait le tour en général. Merci. Puis, ouais, moi, je pense que le brand personnel peut avoir un effet incroyable. Je veux dire, tu prends une célébrité, quelqu'un qui a déjà un grand following, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir de l'attraction à partir de zéro parce qu'ils ont déjà une communauté qui les entoure. Exact. Ce qui m'apporte un autre point, mais avant d'aller là, tu as mentionné Beeples une couple de fois, ou Beeple, si je devrais dire. Je ne sais pas si je te l'ai mentionné, mais j'ai travaillé avec l'acheteur de cette œuvre-là pour 70 millions pendant au moins 1 an à un accélérateur à Ottawa. Wow, je savais pas. Ouais. Vignesh, il est d'origine indienne. Puis il était ici, il bâtissait une start-up dans le monde du Bitcoin. Il créait BitAccess avec un de mes meilleurs amis. Puis c'est ça, je travaillais avec lui là. Puis tout à coup, je vois qu'il a acheté une œuvre d'art pour 70 millions. J'étais comme quoi? So, juste un side note. Puis plus sérieusement, tu parles de comment une collection peut venir à avoir autant de valeur. Qu'est-ce qui t'arrêterait, toi et ton partenaire dans le Zero X Society? Vous avez une communauté, check. Vous avez quand même un profil qui est en train de s'élever, on va dire, publiquement. Est-ce que vous avez considéré peut-être de faire une collection quelconque de NFT? On l'a considéré dans le sens qu'on a évalué la situation, puis notre décision depuis le début, a toujours été la même, puis notre opinion, je veux dire. Puis ça va toujours être non. Puis je sais que toujours est un mot très fort, mais c'est parce que c'est pas aligné avec notre mission du tout. Donc, même si on croit là-dedans, je crois très fortement que Bored Ape a du potentiel en raison de toute l'utilité puis tout ce qu'ils offrent en termes de communauté. C'est pas ça que nous, on cherche à faire. On est vraiment plus dans l'éducation puis la démocratisation de l'art digital avant tout, mais aussi de montrer comment les NFT peuvent venir accentuer puis aider les artistes à vivre de leur art. Donc, on ne le voit pas vraiment comme
deux, on est un organisme à but non lucratif, donc oui, ça pourrait être intéressant de faire, on a pensé à faire un club d'artistes puis de la communauté qui font partie de notre communauté. Mais le but sera encore vraiment plus axé sur l'utilité puis l'accès à une communauté que juste de vendre des NFT pour qu'il y ait une variation sur le marché puis qu'on fasse des profits, tu sais. Donc, à voir, C'est très peut-être noble. qu'on le fera un... Hein? C'est très noble. Je veux dire, éducation, démocratisation. Vous avez la possibilité de potentiellement faire beaucoup d'argent avec ça, mais c'est pas ça qui vous motive dans la vie. C'est vraiment de changer le monde autrement. Puis c'est très noble, ça. Je tenais juste à le mentionner. Merci. Puis, tu sais, sur ce podcast, je demande souvent aux invités, c'est quoi le contexte startup dans tout ça? C'est-à-dire un entrepreneur qui veut créer comme une nouvelle solution, améliorer la société, etc. Quelles sont les opportunités d'affaires que tu vois avec les NFT ou est-ce que tu préfères pas croiser ces deux mondes-là nécessairement? Je suis curieux d'avoir ton feedback là-dessus. Il y a tellement de besoins en ce moment. Puis je pense que ça revient à la dernière question. Le problème, c'est que les gens sont motivés par l'argent. Donc, ils vont créer des projets qui n'ont pas de valeur sur le long terme puis qui n'impliquent pas la communauté et qui ne prennent pas en compte les vrais besoins. Ils vont vendre quelque chose pour satisfaire un besoin immédiat de collectionner quelque chose, de faire partie d'un groupe. Mais sur le long terme, il n'y a pas de plan d'action, puis il n'y a pas de mission. Donc, dans ces besoins-là, moi, je pense qu'il y a vraiment un genre de gap, un vide entre l'artiste ou toute personne qui s'intéresse aux NFT, puis comment se rendre à devenir un artiste en NFT ou partir une collection de NFT. Puis ce que ça fait, justement, c'est qu'il y a plein de projets qui commencent, puis 99% ne vont pas fonctionner, puis ne vont plus exister dans quelques années. Parce qu'il y a un manque entre comment tu fais un bon projet, comment tu deviens un bon artiste dans ce marché-là, comment tu intègres le marché de façon authentique, puis comment tu le fais pour que ça dure longtemps. Donc, je pense que c'est vraiment un besoin, un peu être le pont entre éduquer les gens un peu qu'est-ce qu'on fait, mais nous, on veut pas faire de l'argent avec ça, sauf que je suis sûre qu'il y a des cours sur les NFT qui doivent se vendre pour des centaines de dollars. Là. Donc, il y a définitivement un marché là. Au niveau, c'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de plateformes de vente de NFT qui apparaissent constamment. Je sais pas c'est laquelle qui va gagner, mais c'est juste le futur qui pourra nous le dire. Je pense que c'est un peu comme les débuts des réseaux sociaux. Tu sais, t'en as toujours plus, puis au début, puis ensuite, celui qui est le meilleur pour l'utilisateur, finalement, gagne. Donc, il faut toujours penser à l'utilisateur, c'est qui, puis est-ce qu'on répond à ses besoins. Je comprends ça, mais j'interviens parce que il y a encore un vide, il y a quelque chose que je comprends pas. Les plateformes nous permettent de créer des NFT de zéro. Un artiste veut créer, sa raison d'être, c'est de la création. Mm-hmm. C'est pas nécessairement de commercialiser leur création, mais si ça arrive, tant mieux. Mais dans tout ça, pourquoi? Pourquoi créer des NFT dans cette direction-là particulier versus pourquoi pas retourner à l'art traditionnel? On dirait qu'on a créé toute une catégorie de assets, crypto assets, puis pourquoi? je pense que puis j'ai peut-être un peu plus d'informations à cet égard-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent encore c'est qu'est-ce qui donne une valeur intrinsèque à cette affaire-là que tu as créée de rien. Mm-hmm. Puis
techniquement, tous items dans le monde sont uniques, in a way, right? So, pourquoi? Puis, où dans la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur, est-ce qu'il y a encore des opportunités commerciales? Est-ce que les NFT peuvent être utilisés au niveau commercial? Est-ce qu'ils peuvent vraiment faciliter la vie des gens? Puis je sais qu'il y a des belles opportunités en termes de propriété, de réelle propriété. Est-ce que tu peux mettre une maison sur un jeton? Est-ce que tu peux ensuite fragmenter le ownership de ce jeton-là à 100 000 personnes? Ça devient intéressant, mais on parle souvent de l'or. Puis je comprends que c'est le monde d'où tu viens, mais je veux t'entendre là-dessus. Je pense que c'est important de justement revenir au fait que notre mission, puis ce en quoi on croit, c'est que ça peut aider les artistes. Donc, quand tu parles de crypto assets, ça sort vraiment de notre mission, puis peut-être même de ce que je crois qui va fonctionner au long terme. Puis pour comprendre le pourquoi, faut revenir quelques années en arrière. L'art digital, ça a toujours été autour de nous. Pas toujours, mais depuis plusieurs années. Moi, depuis que je suis née, il y a les films, on a des photographies en ligne, on a de l'art digital à la base, on a la musique qui est en ligne depuis plusieurs années. Donc, c'est pas comme si c'était nouveau. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au NFT, les artistes qui publient ces œuvres-là en ligne, ces œuvres digitales, n'ont pas de vrai potentiel de faire de l'argent. Puisque, par exemple, tu publies une œuvre sur Instagram, tu as beau avoir 5 millions de followers, il n'y a aucune façon de monétiser. C'est Instagram qui fait de l'argent sur ton dos parce que tu utilises la plateforme. Ta photo, ton œuvre digitale que tu as créée, que tu mets sur Instagram, elle peut facilement être reprise par n'importe qui et vendue instantanément. Quelqu'un qui va juste se dire « Moi, je pars une business », puis c'est d'imprimer des œuvres digitales de d'autres mondes, puis je vends ça sur un site. Très facile. Puis c'est vraiment des choses, puis c'est la même chose pour le streaming. Le nombre de personnes qui volent des films en place de les acheter, c'est flagrant, genre, c'est quasiment normal. Puis c'est là qui est le problème. Puis c'est là que les NFT viennent apporter une solution, puisqu'ils permettent de créer non seulement une rareté, mais aussi une façon d'identifier de où l'œuvre vient, puis d'y accorder une propriété. Donc, si j'ai mon œuvre, je peux la mettre sur Instagram, mais je peux aussi décider de la vendre à une seule personne. Puis, le pouvoir qui vient avec d'avoir ce NFT-là, c'est que tu as le droit de la revendre. Puis, c'est la façon de vérifier que tu es la seule personne qui possède l'original. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui était possible avant. Puis les artistes, ils vivaient dans la pauvreté, littéralement. Puis encore aujourd'hui, c'est une situation que les artistes vivent. Ils sont pas capables de monétiser leur travail. Ils adorent créer, mais il n'y a pas de façon de se rendre aux clients, aux customers, aux consommateurs. Donc, bref, c'est ça que moi, je vois. C'est le pourquoi. C'est qu'il y a une nouvelle façon. En fait, un NFT, c'est pas c'est juste un outil. Faut pas penser que c'est plus que ça. Et puis, c'est pour ça que ça me traumatise comment il y a des débats, mais en fait, c'est juste une façon d'aider les artistes, si tu le vois comme ça. Ça peut servir à bien d'autres choses. Comme tu l'as mentionné, ça peut être utilisé pour tokeniser n'importe quel autre item, que ce soit physique ou digital. Mais là, c'est ça. Jusqu'à quel point il y a une utilité de faire ça. Il y a aussi très important de noter au moment où est-ce que tu commences à fractionnaliser un NFT, puis que plusieurs personnes peuvent se l'approprier, il y a un risque que ce soit considéré comme une valeur mobilière aux États-Unis. Ici, on ne sait pas trop encore, mais très probablement, le Canada va faire pareil. Puis donc là, tu deviens dans des eaux assez troubles. C'est sûr que tu as besoin d'un avocat, là. Donc, c'est une différente sorte de projet, c'est beaucoup de risques. Mais voilà, là, tu m'as posé plus de questions que ça, mais... Non, c'est excellent. Puis, en fait, ce que je retiens
de ce que tu viens de dire, c'est que les NFT nous offrent une solution, surtout une innovation au niveau de la propriété intellectuelle, puis la démographie que ça protège avant tout, c'est les artistes, les créateurs. Parce qu'ils peuvent tout à coup, ils ont, tu sais, un artiste qui sketchait pour Disney dans les années 20, right, créait dans le contexte d'une entreprise. Puis essentiellement, toute la valeur de sa création était commercialisée et très peu de ces retombées-là venaient à l'artiste. C'est J'utilise un Disney. autre élément que beaucoup d'artistes nous mentionnent, c'est qu'ils ont toujours travaillé pour des entreprises ou des clients. Donc, ils n'ont jamais pu créer de leur propre style puis vivre de ce qu'ils aiment, en fait, de ce qu'ils aiment créer. Puis tout d'un coup, avec les NFT, ils sont totalement indépendants de tous ces clients-là puis de toutes ces entreprises-là qui leur imposaient un cadre artistique. Donc, c'est un autre des avantages aussi que, effectivement, j'ai oublié de mentionner. Oui, puis on dirait que ça redonne plus de souveraineté Ouais. aux artistes et aux créateurs. Puis je pense que à la base, la technologie de la chaîne du bloc vise faire ça à travers toutes les industries. C'est une force technologique qui vise à décentraliser et donc non seulement l'information, mais le pouvoir. Right? Puis je pense que c'est vraiment un jeu de pouvoir à la fin de la journée. Puis évidemment, moi, je vois les applications ailleurs que juste dans le domaine de l'art. Tu dis qu'il peut y avoir des risques quand on rentre dans le tokenization des assets. Ça peut être considéré, là, tu as utilisé le mot valeur mobilière en anglais, ça serait Securities. security, c'est ça. So, like a stock on the stock market. Ouais. En fait, c'est que dès que tu prends un NFT, puis que tu le fractionnalises, puis que tu permets à plusieurs personnes de l'acheter, il y a un risque que ça soit considéré comme une valeur mobilière. C'est pas automatique. Il y a plusieurs critères qui s'appliquent, bien entendu, puis c'est pas moi qui va dire c'est ça ou c'est pas ça, mais c'est le Securities and Exchange Commission aux États-Unis. Puis le risque là-dedans, c'est qu'il faut que tu sois régulé pour émettre des valeurs mobilières. Puis c'est ça. Mais ça, c'est tous des risques qui sont gérables. C'est-à-dire, si tu es licencié, puis tu as les bonnes connaissances et ouais. tu traites avec des investisseurs accrédités, Exact. tout peut être bien fait. Tu es juste en train de dire qu'on n'est plus dans la même game que les NFT, plus pour des raisons artistiques. Là. Mais c'est possible, si tu crées un NFT en tant qu'entreprise, c'est possible. C'est pas que c'est pas possible. C'est vraiment de différencier entre vendre un NFT puis vendre un NFT que 100 000 personnes peuvent avoir en même temps. C'est là que ça devient un peu une genre d'entreprise où est-ce que tu vends des parts puis qu'il y a comme un effort d'une personne derrière. Puis en tout cas, je ne vais pas me mettre dans les détails des valeurs mobilières, mais c'est assez complexe puis c'est important de faire attention comment on présente notre projet si c'est un début. Là. D'accord. Selon toi, où est-ce que l'industrie s'en va dans les années à suivre? Je pense que tu es vraiment bien positionné pour voir un peu les trends émergents. Puis, qu'est-ce que tu vois venir que la personne moyenne est pas au courant de? C'est une bonne question. Personne sait qu'est-ce qu'il y a dans le futur. Puis, ce que je vois, c'est peut-être pas super positif. Parce que moi, ça m'inquiète beaucoup en ce moment. Tout ce que j'ai mentionné tantôt, que les gens créent beaucoup sans vraiment se poser de questions puis s'attarder à comment ça va durer au long terme. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont créées en ce moment qui vont juste pas durer ou juste jamais être utilisées. Mais c'est correct. C'est une période d'adoption en ce moment. Faut passer par là et ça va se concrétiser. Puis, ce qu'on vit en ce moment, genre, on peut même pas imaginer à quel point ça va se développer. Il y a des choses qu'on pense qui sont impossibles en ce moment avec les NFT, puis ça peut être possible dans non seulement
quelques années, mais quelques mois. Ce qui est bien avec la chaîne de blocs, c'est en constant développement. T'as eu ma curiosité comme quoi? Par exemple, en ce moment, sur la chaîne de blocs, quelqu'un ne pourrait pas effacer une transaction. Puis ça, c'est assez difficile c'est comme une barrière à l'entrée pour les gens qui trouvent que c'est tellement permanent, puis qu'est-ce qui arrive s'il y a une erreur? Pour les NFT, c'est problématique, puis ça crée beaucoup de problèmes au niveau de la litigation, des litiges en propriété intellectuelle. Puisque normalement, comment tu règles un litige en propriété intellectuelle, c'est que tu détruis tous les actifs qui ont violé la propriété intellectuelle. Donc, si quelqu'un copie des vêtements, ben on va les brûler, on va demander qu'ils soient détruits pour en terminer le problème. Mais là, comment tu fais pour détruire un NFT s'il y a une violation de l'œuvre? Tu peux pas le détruire, puisque la chaîne de blocs, c'est permanent, c'est immuable. Donc, c'est un très gros problème. Puis, c'est présentement en développement sur la chaîne de blocs Ethereum. C'est un nouveau standard pour permettre justement d'être capable de revenir en arrière sur certaines transactions, sur certaines actions. Mais bon, ça veut pas dire que ça va être accepté par la communauté, mais ça a été proposé. Les gens se rendent compte que c'est un problème. Il y en a tout plein de standards qui sont proposés à chaque jour par des développeurs qui essayent de rendre la chaîne de blocs encore meilleure. Puis tu peux juste voir tout ça en ligne là, sur Ethereum. Donc, attends une seconde, je veux revenir, je veux m'assurer qu'on comprend. Le problème que tu as souligné, c'est que Bianca, toi, tu crées une œuvre originale, c'est vraiment toi la créatrice. Moi, je veux causer des problèmes, je crée une genre de forgerie, mais c'est un autre NFT. J'ai pris la même image de base, on va dire. Puis là, finalement, toi, tu te rends compte, mais le problème, c'est que en ce moment, il n'y a aucune façon pour que les autorités, même s'il y a des preuves que je t'ai copiées, ils peuvent pas détruire mon NFT. Puis en autre mot, je peux continuer à l'exploiter sans que tu puisses faire quelque chose. Donc, il y a deux choses. Premièrement, si je me rends compte que quelqu'un viole mon droit d'auteur sur une plateforme, je peux premièrement contacter la plateforme puis leur demander de supprimer ce compte-là. Mais où est-ce que ça devient problématique, c'est que dès que le NFT va changer de main, puis il va être acheté, puis revendu, bien là, tu perds automatiquement le contrôle. Tu peux plus aller supprimer pour vrai. Donc, il faut déjà, de un, que tu puisses communiquer avec la personne qui a violé ton droit pour lui demander de l'enlever. Si ça, c'est pas possible, il faut que tu parviennes avec la plateforme à supprimer les comptes, mais ça va jamais effacer le NFT. On peut le retrouver, puisque la chaîne de blocs, comme j'ai dit, est immuable. La seule solution, puis ça, il faut que tu aies accès au contrat intelligent, puis tu sois capable de transférer le NFT. Donc, il faut que tu sois le propriétaire. La seule solution, c'est d'envoyer le contrat dans une adresse. L'action, ça s'appelle de burn un NFT, burn an NFT. Donc, d'aller le brûler. Puis, c'est une très bonne image parce que quand tu brûles quelque chose, il reste toujours des cendres. Puis c'est un peu la même chose avec la chaîne de blocs. Si tu vas brûler le NFT, il va toujours rester des traces sur la chaîne de blocs qui existent. Donc, puis ça, on pourrait en parler encore une heure, mais c'est un des problèmes qui est arrivé avec CryptoPunks. La première version, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème dans le code qui faisait que, je me rappelle plus trop qu'est-ce que ça faisait, mais ils ont dit, oh non, on va tout le supprimer, puis on va en repartir une, puis on va donner le même CryptoPunks à tout le monde, mais ça va être une version 2. Mais bien entendu, les CryptoPunks version 1 ne sont jamais vraiment disparus, et des petits voyous ont réussi à les récupérer cette année, ce qui a créé beaucoup, beaucoup de problèmes pour CryptoPunks, puis des litiges et tout ça, parce que comment on fait pour régler cette situation-là? Les lois n'ont comme plus d'importance parce que tu peux pas les appliquer. Donc, c'est assez complexe. Ça ouvre d'autres questions super fascinantes, by the way. On dirait qu'à chaque fois que tu réponds à une question, il y en a 3 autres qui partent. So, comme,
avec cette technologie qui est comme immutable, comme tu dis, puis on peut voir le record, même après avoir brûlé un NFT, est-ce que ça va rendre l'utilité des avocats un peu moins importante dans le futur? À cause, tout accord, toute instance de création vont être enregistrées. On va savoir qui l'a créé. On va comprendre que quelqu'un d'autre n'a pas créé un original. So, comme it settles disputes. Mhm. Est-ce que cette profession-là va encore avoir une pertinence? Puis je sais que tu viens tout juste de devenir avocate, donc c'est une drôle de question à te poser. La question est, ben, la question est très intéressante. La réponse est, ce que tu parles en ce moment, ça s'appelle code deference. C'est en fait quand on s'en remet au code, au contrat intelligent pour tout régler. C'est vraiment beau en théorie, puis tout le monde pense que ça va être ça le futur, mais c'est absolument impossible, puisqu'il y a des obligations en droit qui sont pas codifiables. Je sais pas si c'est un mot, mais bref, que tu peux pas mettre dans un code. La bonne foi, tu peux pas mettre ça dans un code. Tu peux pas le vérifier de cette façon-là. Puis il y a beaucoup de droits aussi qui peuvent pas être informatisés de cette façon-là. Donc, je pense pas que les avocats vont disparaître. L'humain, puis ça revient au tout début, l'humain a besoin d'un contact physique de toute façon. Donc, c'est quand même, les avocats existent parce que c'est tellement complexe le droit. Puis je suis très d'accord que les contrats intelligents peuvent et vont être un outil pour l'avocat, pour justement enforce des droits. Mais c'est impossible de faire tout. Il y a des comportements par l'humain qui ne peuvent pas être écrits en langage de code. Il y a des comportements qui ne peuvent pas être exécutés non plus par un code. Donc, Si je fais l'avocat du diable, est-ce que tu as lu le livre de l'auteur fameux Yuval Noah Harari? Il a écrit Sapiens, puis ensuite il a oui, follow-up avec Homo Deus. ouais, Okay? T'as-tu lu Homo Deus? oui. Great book, by the way. As you know. Il parle, puis je pense qu'il est vraiment prescient avec cette prédiction-là, mais que les algorithmes, déjà, ils vont surtout encore s'améliorer, puis ils vont nous connaître mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Et définitivement plus que comme un autre humain peut nous connaître. Mhm. Pourquoi? Parce qu'avec une combinaison de sensors, heart rate, Ouais. sugar level, you name it, on peut vraiment prendre un snapshot de l'état d'un humain à tout moment. Puis quand tu parles de bonne foi, je reviens sur ça. Si, admettons, toi et moi, on fait une deal d'affaires, on peut mesurer toutes ces données-là. On peut les encoder sur le blockchain. On peut comprendre tout. On peut essayer d'avoir toutes les informations que même toi-même, tu n'as probablement pas sur moi, pour avoir le plus d'informations possible pour résoudre des disputes. Si ça se dit en français. Des chicanes. Litiges. Des litiges. Est-ce que ça résonne avec toi ou tu dis encore non, c'est impossible, on va pas se rendre là? Mais je suis d'accord, mais tu sais, imagine justement qu'on a tous ces algorithmes-là qui nous permettent de tout prédire, puis de vraiment organiser notre vie d'une façon entièrement différente. Il y a encore rien qui me force à mettre une aiguille dans mon bras puis à me donner tous ces nutriments-là, par exemple, qu'il me faut. C'est très utile, c'est tous des outils, mais il y a rien qui me force, moi, en tant qu'humain, à aller faire ces choses-là. Tu sais, même si ça, je sais pas, ça dit qu'il faut que tu fasses ça, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais clairement, il manque puis en fait, c'était la conclusion de mon mémoire, donc ça fait un bon loop. La conclusion, c'est que mon mémoire était beaucoup axé sur l'art traditionnel, physique, et non pas l'art digital. Et la conclusion, c'était que
c'est très difficile de faire la connexion entre la chaîne de blocs puis notre monde physique. En fait, c'est pratiquement impossible. Il y a certaines entreprises qui essayent de créer des méthodes pour les connecter les deux, mais en soi, par exemple, si tu penses à un code QR qui lie la chaîne de blocs puis un objet physique, ça, c'est possible. C'est une façon de vraiment lier la chaîne de blocs et un objet physique, mais ça me force à rien. Moi, je peux juste enlever le code QR puis c'est fini, le lien est détruit. Donc, il y a comme à moins que Elon Musk réussisse à nous mettre des puces dans la tête, il n'y a rien qui va permettre aux contrats intelligents de contrôler nos vies à 100%. OK. Mon ami Cheyenne, que j'ai invité sur le premier podcast pour parler du blockchain plus globalement, il a parlé du Oracle Problem. Est-ce que ça résonne avec toi, ça? C'est-tu un peu ce que tu es en train de dire en ce moment? C'est que l'interface entre la réalité, ce qu'on appelle la réalité, puis la chaîne de blocs, elle est sujet à des imperfections, à la manipulation humaine ou autre. Et donc, tu peux pas certifier à 100% que l'intention puis ce qui a été enregistré sont 100% alignés. Ils sont synergiques. C'est vraiment ça le problème. Puis c'est pas nécessairement un problème. On peut le voir comme quelque chose de bon parce que ça nous permet d'avoir un certain contrôle sur certaines choses. Mais bon, comme j'ai dit tantôt, on sait pas ce que le futur nous réserve. Puis je pense qu'Elon Musk est bien parti pour nous rentrer ça dans le cerveau. Exactement. Puis je prends aussi un moment pour dire, ça c'est probablement un exemple parfait de où les entrepreneurs du futur vont pouvoir regarder. C'est un gros problème à résoudre. C'est un problème qu'on connaît. La demande pour résoudre le problème va être immense. Ça va se compter dans les trillions de dollars, sans doute. Si on peut résoudre ce problème-là, ça va valoir beaucoup. Puis, ça, c'est un message à tous les entrepreneurs qui écoutent. Mais ça me fait penser, aussitôt que tu as dit ça, il y a tellement de problèmes éthiques, là. Tu peux pas juste... Absolument. Je veux dire, on parle de mettre des implants, on parle de comme mesurer tout aspect de ton fonctionnement. C'est absolument une invasion de nos vies privées, puis tout ça, mais peut-être que je dis ça sans savoir, mais peut-être que c'est le coût qu'on va payer pour avoir une certitude de 100% dans nos contrats, dans nos engagements avec les autres. Je ne sais pas. Ouais. C'est quand même deep comme discussion. Puis, tu sais, je sais pas, on a pas mal fait le tour de bien des sujets. Y a-tu comme quelque chose que tu veux amener ou que tu veux dive in un peu plus qu'on a discuté auparavant? Il y en a tellement. Je pense que c'est sûr que il y a vraiment beaucoup de place pour tout le monde dans cette industrie-là. Les gens, ils s'en rendent pas encore compte, mais comme on a besoin de tout le monde. Chaque personne qui a une expertise dans quoi que ce soit peut avoir une place dans le Web3. Donc le Web 3.0, où est-ce que on a une économie qui est une économie créative qui permet aux gens d'être rémunérés pour leurs actions, pour leur présence. Puis chaque emploi, chaque profession est utile dans ce marché-là. Il n'y en a pas une que tu n'as pas besoin. Donc, je pense que si les gens peuvent garder ça en tête, puis de constamment s'intéresser à ce nouveau monde-là qui s'en vient très, très, très vite, ils vont pouvoir facilement intégrer ce nouveau monde. Je pense que c'est une place parfaite où on va pouvoir arrêter parce que j'aurais pas pu finir aussi bien. Merci énormément, Bianca, pour ton temps cet après-midi. Moi, j'ai appris beaucoup. Je sais que les auditeurs vont beaucoup apprendre également. Hyper apprécié. Merci à toi de m'avoir reçu.